Beaucoup de choses ont été dites, en vérité. Des choses pratiques, des choses juridiques. Et comme j'interviens en dernier, je reprendrai un peu de pratique et un peu de juridique aussi pour expliquer l'expérience française dans le constat. Alors, le thème de l'atelier, si je l'ai bien compris, en portugais, je l'ai traduit à ma façon par les possibilités pratiques du constat au Portugal. Mais j'ai trouvé que finalement, c'était un petit peu restrictif. Pourquoi au Portugal? Nous allons dire partout. Parce que ce constat, il est universel, et donc j'étais très contente de la conclusion de Rui Simoa, parce que nous sommes sur la même longueur d'onde. Il est universel, pourquoi? Parce qu'en fait, il a trois caractéristiques. Le constat, ça répond à un besoin de sécurisation, ça répond à un besoin des professionnels du monde judiciaire, et ça répond aussi à un besoin, enfin une utilité. Et ça, c'est universel. Ce sont trois concepts qui sont universels. Partout dans le monde où vous avez un état de droit, il est inconcevable qu'on se fasse justice à soi-même, d'accord? Et par conséquent, le recours aux tribunaux est nécessaire. Et si on va devant les tribunaux, il faut apporter la preuve de sa prétention. Donc c'est tout simple. Voilà dans quel cadre s'inscrit le constat. La preuve, c'est la démonstration d'un acte, d'un fait juridique, on le sait, avec une double signification, à la fois l'établissement de la vérité et les moyens utilisés à cette fin. Mais bien sûr, la preuve, elle n'est pas forcément judiciaire. Par exemple, quand je prends le bus, j'ai un ticket de bus, c'est la preuve que j'ai payé mon transport. Donc on a toutes sortes de modes de preuve, et nombre de preuves échappent au contrôle du juge d'ailleurs. Cela dit, en cas de litige, c'est quand même devant le juge que l'on va se retrouver et qu'il faudra produire cette preuve. Donc on fait tout de suite une distinction entre la preuve extra-contentieuse et la preuve contentieuse. Et il se trouve que le constat répond aux deux. Il répond à la nécessité de la preuve extra-contentieuse et à la nécessité de la preuve contentieuse. C'est ce que j'essaierai de vous démontrer au fur et à mesure. Alors, la preuve a deux finalités. Elle protège une partie, il y a la protection, et puis elle prévient les procès par la preuve préconstituée. Et il se trouve que l'huissier de justice, alors je vais employer le mot huissier de justice dans cette présentation, parce que, comme on le sait, l'huissier de justice, il existe en France et en Belgique, et au Luxembourg, c'est tout. Et après, on a les gerechtsverraders, on a les procuradores, on a les solicitadores, on a les agents d'exécution. Mais pour moi, quand je dirais huissier de justice, ça voudra dire tout ça, si vous le voulez bien. Donc, nous intervenons dans toutes les phases de la procédure. Avant le procès, pendant le procès, après le procès. Et en fait, la preuve, elle est inhérente à nos activités. Tout ce que nous faisons, c'est de la preuve. Quand je signifie un acte, c'est de la preuve. Je prouve que je suis allé à tel endroit, que j'ai rencontré telle personne et que je lui ai donné cet acte. Quand je fais une saisie, c'est de la preuve. Je fais un inventaire de ce que j'ai trouvé chez quelqu'un, c'est de la preuve. Tout est preuve. Donc, on s'est retrouvé un petit peu naturellement dans ce domaine du constat et de la preuve à fournir, parce que la preuve est intrinsèque finalement, si je peux employer ce terme, à nos activités. Au regard donc de ces activités directement liées à la preuve, le constat est l'acte par excellence pour rapporter la preuve. Alors, je vous ai dit sécurisation, besoin des professionnels et utilité. Sécurisation, c'est peut-être la cause la plus pertinente pour le constat. Parce que si vous ne pouvez pas démontrer votre prétention, ben, le juge ne vous recevra pas. Nous, en France, et je pense que c'est comme ça dans beaucoup de pays, la preuve incombe à celui, donc au demandeur, bien sûr. Et le constat d'huissier est un des moyens qui peut être utilisé pour rapporter ses preuves. Son avantage, c'est qu'il peut être établi rapidement. Vous avez parlé de vitesse, d'ailleurs, tout à l'heure. Et il faut savoir qu'en France, le constat, c'est ce qu'on appelle une invention prétorienne. Parce qu'en vérité, ça n'existait pas, le constat. Et les huissiers de justice, petit à petit, ont commencé à établir des rapports. Et ces rapports sont arrivés dans les tribunaux. Notamment devant les tribunaux d'instance, parce que nous sommes huissiers audienciers devant les tribunaux d'instance. Donc, on donnait nos rapports aux juges, qui finalement ont commencé à les utiliser pour rendre leurs décisions. Et petit à petit,
ils les ont réclamés. Et c'est en 1955, quelqu'un demandait tout à l'heure de quand dater le constat en Hollande, nous c'est en 1955 que finalement on a intégré le constat à la fois dans le statut des huissiers de justice français et à la fois dans les textes pour en faire un mode de preuve. Donc dans le Code civil, au chapitre preuve des obligations par l'écrit, et dans le Code de procédure civile, au titre de l'administration judiciaire de la preuve. Et puis la Cour de cassation, en 2005, dans un arrêt, a énoncé que le constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve. Donc voilà, la messe est dite. C'est bien un mode de preuve et il est bien confié à l'huissier de justice, pas que, mais j'y reviendrai. Alors, c'est ce qu'on appelle la naissance, si vous voulez, de l'action au prétoire. C'est un exemple du passage du fait au droit. Nous sommes les professionnels de la vérité. Alors je vous ai dit pas que, parce qu'il y a d'autres professionnels qui peuvent faire des constats, ce sont les notaires. Je pense que c'est un petit peu partout pareil. Pourquoi? Parce que les notaires et les huissiers de justice en France, en tout cas, ont exactement le même statut. Nous sommes des officiers publics et ministériels, nous avons un statut réglementé, donc nous avons une certaine... je vais exagérer, aura, qui fait que on ne peut pas nous soupçonner normalement, je l'espère du moins, de collusion par exemple, de partialité, voilà. Donc c'est ce qui fait de nous les professionnels de la preuve. Et les notaires ne font pas de constat parce que... ça n'est pas dans leurs habitudes. Ils sortent rarement de leurs offices, alors que nous sommes en permanence à l'extérieur. Donc en France, finalement, les notaires ne font pratiquement pas, ou pratiquement jamais même, de constat. Donc, ce constat, c'est un instrument très puissant qui est destiné à éclairer la religion du juge. Tout à l'heure, notre orateur Joao Raposo a dit que c'était l'œil et les oreilles du juge. C'est exactement ça. Nous consacrons l'expression « éclairer la religion du juge » pour le constat, lui forger son intime conviction. C'est quoi un constat? C'est une photographie. Alors Armando nous a fait voir justement des photos. C'est une photographie juridique datée d'un lieu, d'éléments, de conditions, de faits. Et en plus, sur nos constats, bien souvent, c'est pas une obligation, mais on fait figurer l'heure du constat. Parce que c'est une sécurité aussi pour fixer un moment, des faits à un moment donné. Donc, il va permettre le constat de préserver une preuve pour l'avenir, et c'est en cela qu'il est un élément de sécurisation. Alors, une preuve pour l'avenir, je peux vous donner un exemple qui est un exemple très, très courant, les exemples d'inondations. Quand il y a des inondations, l'expert en assurance n'a pas le temps de passer, n'a pas le temps de venir, on appelle l'huissier, on fait un constat, on nettoie son salon de coiffure et on peut retravailler sans perdre trop ni de temps ni d'argent. Donc c'est une efficacité économique aussi dans ce cas-là. Ensuite, j'ai dit que le constat était un besoin. Avant de correspondre à une norme juridique réglementée comme nous la connaissons, il correspondait déjà à un besoin des professionnels du droit, parmi lesquels au premier rang les magistrats, et surtout à un besoin des usagers justiciables, parce que ce constat, il est parfaitement adaptable. Vous avez donné des exemples, qui étaient des exemples géographiques plutôt, mais ça s'adresse aussi à la vie familiale, à la vie sociale, à la vie économique. Je vous donnerai d'autres exemples tout à l'heure, plus concrets cette fois-ci. Mais voilà, donc le constat, c'est un besoin dans la vie, dans tout le sens que peut prendre le terme. Et l'huissier de justice, par sa formation, par son statut, par son impartialité, offre la possibilité de satisfaire ce besoin, parce que ce constat, il doit être sincère. Et Armando a bien expliqué qu'il ne faut surtout pas employer des termes subjectifs comme on a l'habitude de le faire. On rentre, on dit, tiens, eh ben, la tapisserie de cette pièce est en bon état. Non, bon état, ça ne veut rien dire, on est d'accord. Ça, c'est très important aussi. Et toute vision partiale, donc, doit être totalement exclue. Et nous avons l'habitude de cette neutralité, parce que toute la journée, nous rétablissons des équilibres entre les créanciers et les débiteurs, sans favoriser ou défavoriser ni les uns ni les autres. Donc cette neutralité et cette impartialité, elle est inscrite un peu dans notre ADN. Évidemment,
grâce à cela, ce constat permettra d'avoir ce caractère d'objectivité et qui lui est tout à fait nécessaire. Il faut être très simple dans la rédaction aussi du constat, donc rigoureux, simple. Vous savez, c'est comme un photographe, il ne faut pas ni surexposer, ni sous-exposer. Voilà, il faut décrire les faits tels qu'ils sont. C'est pour ça que ça n'est pas facile. La rédaction d'un constat, ça fait partie de la partie la plus difficile, je veux dire, parce que se déplacer sur les lieux, prendre une photo, bon, ça va, c'est pas compliqué. Après, dans la rédaction, c'est une chose un petit peu plus subtile, on va dire, et c'est ça qui est un petit peu plus compliqué. Donc nous sommes des témoins, mais pas des témoins ordinaires, parce que nous sommes des témoins, officiers publics et ministériels, sérieux, réputés pour notre neutralité. Et ça nous permet aussi de fixer les limites du constat. Ça a déjà été dit d'ailleurs, le constat, ça n'est ni une expertise, ni une enquête. Alors j'en parle aisément parce que le sujet de mon examen professionnel, c'était distinguer l'expertise du constat. Donc c'est quelque chose qui m'est resté en tête pendant longtemps. Donc ça n'est pas un exposé technique. Vous ne tirez pas de conséquences, vous ne tirez pas de déduction ni d'induction, donc pas d'expertise. Et non plus, vous ne cherchez pas les éléments qui ont permis d'aboutir à la situation que l'on constate, pas une enquête. Par exemple, si on vous demande de venir constater une inondation dans une pièce, vous pouvez constater l'inondation, il y a un robinet qui fuit, vous direz qu'il y a un robinet qui fuit, mais vous ne direz pas que c'est parce que le robinet fuit qu'il y a une inondation. Voilà, c'est tout. Vous donnez les éléments au magistrat, s'il en est besoin, pour pouvoir décider de la suite. Alors, il y a plusieurs sortes de constats, et tous sont transposables, au Portugal comme ailleurs d'ailleurs, comme je vous l'ai dit. Et vous, les sollicitadors et ces agents d'exécution, vous êtes parfaitement à même de réaliser ces constats. La preuve, c'est que vous le faites déjà, parce que ça s'inscrit dans un cadre juridique. Vous avez, enfin en France en tout cas, on a plusieurs sortes de constats. On a le constat à la requête des particuliers, et ça c'est la majorité des constats aujourd'hui. Hein, parce qu'il faut bien comprendre que quand on a commencé, on s'est d'abord adressé au juge. Et c'est parce que le juge nous a fait confiance que les particuliers, après, nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, les constats à la requête des particuliers sont la majorité de nos constats. Donc, tout particulier peut venir demander à un huissier de justice de préserver une preuve pour l'avenir. Alors, évidemment, il y a aussi la formation de l'huissier de justice qui va lui permettre de faire le tri dans les constats. Parce que parfois, on va vous demander des constats qui seront inutiles. Donc, on ne les fait pas. Hein, d'accord. On va vous demander des constats qui seront illégaux. On ne les fait pas non plus. Un constat inutile, c'est pas un constat inutile, je crois que j'en avais déjà parlé dans une conférence ici. Un jour, j'ai un couple de personnes âgées qui m'appellent en me disant, voilà, tous les matins, le coq du voisin chante, et vous comprenez, ça nous réveille à 5h moins le quart, et nous sommes retraités, nous voulons nous reposer, est-ce que vous pouvez venir ? Alors, avant de dire oui, je suis quand même allé dans le code civil, vérifier un petit peu si ça correspondait à un trouble de voisinage, et puis j'avais trouvé une jurisprudence, donc je suis allé le matin à 5h moins le quart, m'asseoir sur les bords du lit de ces braves retraités, écouter le coq qui chantait en écoutant, en comptant les cocoricots, le temps que ça mettait, le temps, voilà. Eh bien, le coq a disparu quelque temps après. Parce que nous avons fait ce qu'on appelle peut-être, nous avons fait une dénonce de constat, ce qu'on appelle une dénonce de constat avec sommation d'avoir à faire cesser le trouble, et le trouble a cessé. L'histoire ne dit pas ce que le coq est devenu, mais tout ça pour vous dire que avant d'accepter un constat, il ne faut pas faire de constat inutile, sinon vous allez décrédibiliser le constat. Donc ça aussi, ça fait partie de la rigueur que l'on a. Au moment où on reçoit la demande, il faut quand même que la demande s'inscrive dans un cadre utile et juridique, bien sûr. Alors, le rôle de l'huissier est très important sur la façon, je vais essayer de faire quelque chose quand même avec Internet, je ne sais pas si je vais y arriver, mais bon, selon la nature du constat. Je vais essayer quelque chose, je vais tenter pour vous montrer.
Alors, je ne sais pas si j'y suis. Non. Voilà, ça c'est le site d'un avocat, qui est un avocat très connu en France, parce qu'il intervient dans beaucoup d'affaires médiatiques. Et quand vous allez sur le site de cet avocat, eh bien lui, il dit qu'il y a un intérêt des constats sur requête. Alors il cite une affaire très précise, mais ça c'est pour vous démontrer que le besoin est pour les particuliers, le besoin est pour les juges, mais le besoin aussi est pour les avocats. De toute façon, Maître Vallès nous a expliqué tout à l'heure, dans plusieurs cas concrets, l'intérêt qu'il aurait trouvé à ce moment-là à avoir un constat. Donc, il faut faire comprendre, je crois, aux professionnels tout l'intérêt qu'ils peuvent tirer de cet acte-là. Et vous voyez, même un avocat fait la publicité pour le constat sur son site. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, dans les constats, donc je vous ai dit qu'il y avait ceux à la requête des particuliers. Il y a les constats prévus par la loi, parce que le législateur a instauré le besoin de dresser des constats dans plusieurs domaines. Alors, on a ce qu'on appelle le constat contrefaçon. Ça, c'est un domaine très particulier. Hein. Lorsque vous avez donc des objets contrefaits, on va avoir une ordonnance du tribunal de grande instance qui va nous commettre pour aller dresser un procès-verbal de saisie contrefaçon. Donc ça s'inscrit dans un cadre économique et juridique très précis. Il y a aussi le constat dans les rapports locatifs, donc entrée et sortie d'un logement loué. Et puis, dans la vente aux enchères des immeubles, on fait un constat descriptif de l'immeuble qui est prévu également par la loi. Après, il y a le constat à la requête du juge, dont vous avez déjà parlé. Le juge, quand il l'estime nécessaire, va donc nous commettre pour aller être ses yeux, comme vous l'avez dit, ses yeux et ses oreilles. Ça évite aussi, je pense que c'est une économie importante pour la justice, parce que nous sommes à ce moment-là le véritable auxiliaire de justice, le véritable auxiliaire du juge. Nous allons rapporter pour lui, nous déplacer pour lui et rapporter pour lui ce qui va l'aider à rendre sa décision. Il y a le constat qui est qui s'inscrit dans l'instruction d'un procès ou à la requête des conseils et sur une ordonnance donc du juge. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi le constat d'audience. Alors moi, ça m'est arrivé un jour de recevoir un coup de téléphone en me disant: bonjour, je suis le président du tribunal de grande instance, je suis en audience, je voudrais que vous alliez à tel endroit parce que j'ai devant moi deux plaideurs qui me disent que le chemin est bouché, l'autre me dit que le chemin n'est pas bouché, allez-y s'il vous plaît. Et donc, je suis partie, je suis allée faire mon constat, j'ai tout envoyé par fax et je pense que la décision a été rendue sur le moment. Voilà. Donc ça aussi, c'est plus rare, hein, mais c'est intéressant de voir quelle partie, on va dire, quel intérêt ça représente le constat pour un magistrat en cours d'audience. Voilà. Donc ça implique la disponibilité, évidemment, de l'huissier de justice, mais nous savons que le constat, c'est aussi une affaire de disponibilité. Parce que vous savez, quand les gens vous appellent pour faire un constat, c'est tout de suite. Ils veulent que vous soyez là avant qu'ils aient téléphoné. Donc ça aussi, il faut bien avoir ça à l'esprit. Et ça fait partie de la qualité de la prestation, si je peux parler comme ça, que vous devez fournir lorsque vous exercez cette activité. Alors enfin, l'utilité. À quoi ça sert un constat? Ça doit servir à quelque chose parce qu'en France, on dresse à peu près 2 millions de constats par an. Moi, quand j'ai commencé dans mon étude, qui est une étude moyenne, je faisais à peu près 20-25 constats par mois. On en fait plus entre 100 et 150 aujourd'hui. Donc, c'est pas 33%, comme disait Jos. Mais certes, pour certaines études, oui, je veux bien le croire. Mais c'est quand même un volet important parce que c'est une vraie nécessité et il y a une vraie utilité. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi, dans des situations évidemment très différentes. C'est utile un constat parce que c'est une force et que ça a une force économique aussi, bien sûr. Donc ça, je crois qu'il faut bien se le mettre en tête. Sa capacité universelle, comme on l'a dit, pluridisciplinaire, sa souplesse d'adaptation et la confiance dont il jouit auprès des professionnels et des particuliers, parce que nous avons su
donner cette confiance, eh bien, participent à la reconnaissance du constat et en font sa force. C'est un outil totalement polyvalent, bien sûr. Alors les domaines, c'est l'immobilier, c'est le mobilier, c'est l'incorporel. De façon plus précise, on peut dire que le constat s'inscrit dans plusieurs situations, à domicile, donc pour des dégâts des eaux, des catastrophes naturelles, les nuisances de voisinage que j'ai évoquées, l'atteinte aux droits de propriété, les états des lieux, dans les relations familiales, les inventaires de meubles en cas de séparation, par exemple, des donations ou successions, les abandons de domicile conjugal, bon, ça fait partie aussi des domaines du constat. Pour la construction, le retard dans les travaux, les malfaçons, les affichages de documents légaux comme le permis de construire. Sur le web aussi, on a les constats sur Internet. Alors ça, c'est assez intéressant parce que tout ce qui est dysfonctionnement des installations informatiques, ordinateurs, merci, tant pis, merci, ou réseau, ou logiciel, les publicités mensongères, les plagiats, les actes cybercriminels. Alors, sur Internet, il y a un protocole très défini pour faire les constats sur Internet. La loi et la jurisprudence sont venus régler le mode opératoire, on va dire, et on doit agir selon une norme qui est une norme AFNOR. Il faut commencer par la description détaillée de notre propre matériel utilisé, vider les mémoires de notre ordinateur, garantir la connexion, annexer au constat le descriptif détaillé de la configuration de l'ordinateur. Donc vous voyez, tout ça est garanti par cette norme et ce mode opératoire est le même pour tous les huissiers de justice. Et du coup, c'est un outil, le constat sur Internet, c'est un outil qui est essentiel pour les internautes, oui je dis bien, et pour les professionnels de l'Internet. Alors, par exemple, on peut constater qu'un lien hypertexte sera défaillant. Alors, on constate qu'il est défaillant aujourd'hui, on constate demain, après-demain, autant de temps pour pouvoir décider quel aura été le dommage causé. Voilà. Vous pouvez aussi avoir des concurrences déloyales, par exemple, qui peuvent venir être constatées sur Internet. Donc, vous voyez, tout ça est assez large comme domaine, bien sûr. Vous avez aussi toutes les entreprises qui peuvent faire établir des constats pour asseoir leur image, pour faire constater qu'elles ont une traçabilité dans leurs produits, qu'elles élèvent des poulets selon les normes biologiques. On peut imaginer tout un tas de choses. Et économiquement, c'est très intéressant. Ça leur permet, par exemple, aussi d'obtenir des labels si elles arrivent à faire constater qu'elles agissent, ces entreprises, en fonction de certaines normes requises. Donc, l'huissier de justice, on le sait, évite les litiges, désamorce les litiges aussi, parce qu'il y a dans le constat et dans la suite du constat, parce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de la dénonce. Quand vous avez des problèmes entre particuliers qui ne sont pas encore au stade judiciaire, le constat, on peut dire que c'est presque un instrument de médiation, parce que ce constat, vous allez le faire. Vous voulez, bon, par exemple, prenons l'exemple de du coq. Si je garde le constat, si personne ne sait qu'il y a un constat, donc le coq continuera de chanter, tout ira bien, voilà. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre constat et on est allé le dénoncer au propriétaire du coq en lui disant, voilà, on a constaté ça, ça et ça. Maintenant, on vous demande de faire cesser, vous avez 8 jours pour faire cesser le trouble. Donc là, vous voyez que ou le propriétaire du coq ne réagit pas, auquel cas il y aura un procès, mais bon, très bien, ou alors il réagit, ce qui a été le cas, et donc on a évité et le procès et on a rétabli une situation normale, on va dire. Donc ça, c'est un grand intérêt de désamorcer les litiges et puis de faciliter le rôle du juge. On peut parler aussi du coût, peut-être, si vous voulez qu'on parle d'argent, parce qu'à un moment donné, il faut parler d'argent. Alors en France, en tout cas, je resterai sur ce que je connais, ça n'est pas un acte tarifé,
Il est hors monopole et hors tarif, sauf ceux qui sont prévus par la loi, bien sûr. Les constats état des lieux, contrefaçon et descriptifs immobiliers sont tarifés. Mais tout le reste, non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tarifer un constat. Ça n'est pas possible. Il y a tellement de cas différents que vous ne pouvez pas coller à la réalité. Il y aura forcément quelque part un décalage parce que les honoraires sont fixés en fonction de la difficulté, en fonction du temps passé. Si vous faites un état des lieux sur un appartement avec 2 pièces, c'est pas pareil que si vous faites un état des lieux dans un château avec 150 pièces. Donc ça, évidemment, il faut quand même le prévoir. Il y a aussi le degré d'urgence. Vous avez le constat où vous allez sur l'heure, évidemment, vous laissez tout en plan pour aller faire votre constat. Ça va avoir un coût, on est d'accord. La région où c'est pratiqué aussi, bien sûr. Donc, on a un prix de base qui démarre à peu près à 250 €. Et à partir de là, parce qu'un constat, ça coûte cher aussi. Vous y allez, vous vous déplacez, ensuite vous le rédigez. Donc, il y a des appareils parfois à utiliser. Donc, voilà. Donc, tout ça fait que le prix de base, qui est à peu près le même un petit peu partout, varie après en fonction des éléments que je vous ai énoncés. Alors, pour conclure dans l'idée de l'universel toujours, et pour bien montrer qu'il n'y a pas qu'au Portugal qu'on peut implanter le constat, je vais vous lire quelques extraits d'un article qui est paru aux États-Unis sous la plume du professeur Emerson, qui est un professeur à l'université de Floride et qui est membre du conseil scientifique de l'Union internationale. Et il a découvert le constat à l'occasion du congrès de l'Union en 2009. Et voici ce qu'il a écrit. Et il a écrit: bien que le constat soit relativement inconnu aux États-Unis, il pourrait contribuer à résoudre 2 des plus gros problèmes du système judiciaire américain, le coût et le temps requis pour atteindre une résolution. Et les statistiques les plus récentes semblent confirmer que la justice civile française prend moins de temps que la justice civile américaine. Alors voilà, je n'ai pas de statistiques, mais si vous voulez, grâce certainement au constat, qui maintenant existe chez nous depuis très longtemps, on évite un nombre important de procès, c'est évident. Et ça, c'est tout bénéfice pour la justice. Et voilà, c'est bien ce que dit le professeur Emerson. Alors, il rajoute comment on pourrait introduire le constat aux États-Unis. Il précise que, par exemple, la Chambre nationale des huissiers de justice français déclare que les compagnies d'assurance reconnaissent nos constats, donc ça, c'est très intéressant aussi. Parce que ça évite justement l'expertise qui parfois n'est pas nécessaire, il suffit d'un constat. Il donne aussi un autre domaine qui est très intéressant dans les constats, c'est le domaine des appels d'offres et des contrats gouvernementaux. Alors je ne sais pas comment vous procédez au Portugal, mais nous, la plupart du temps, dans les marchés publics, on procède par appel d'offres, d'accord? Et donc on va soumissionner avec son enveloppe. Eh bien, les huissiers de justice réglementent le processus d'appel d'offres grâce au constat pour garantir qu'il n'y a pas de corruption. Parce que le problème dans les marchés publics, souvent, c'est le problème de la corruption. Donc vous voyez, c'est un plaidoyer pour l'adoption du constat aux USA. On n'a pas à faire de plaidoyer pour l'adoption du constat au Portugal, puisque il existe déjà. Le seul plaidoyer que l'on pourrait faire, c'est un plaidoyer pour bien vouloir considérer que ce constat est universel, mais ça a déjà été fait. Et puis surtout, pour ne pas oublier les 3 éléments qui président à la rédaction des constats: la rigueur, la disponibilité et la qualité. Voilà, je vous remercie.